injuste d'être moins payé. C'est injuste d'avoir peur dans la rue. Comment tu la gères aujourd'hui, cette colère? Je fais de l'hypnose. Alors pour la clope, ça n'a pas marché. Je suis sortie, j'en ai rallumé une. Je dis au monsieur, je crois que je suis folle. Il me dit, alors madame Belaïdi n'est pas fou qui veut. Déjà, il m'a remis à ma place direct. Alors déjà, calmez-vous. Il faut se battre pour exister dans ce milieu, de toute façon à Molière. T'as quel âge à ce moment-là? J'ai 20 ans. Ouais, il met 6 sucres dans son tout petit café. Je lui dis, mais tu mets vachement de sucre dans ton café. Il me dit, c'est parce que j'aime pas le café. Ça a été quoi l'obstacle le plus difficile que t'as eu à relever? Dans ce métier, comme tu veux. C'est quand même l'image qu'on projette malgré tout sur mon état de femme et mes origines. Pas trop difficile d'aborder les projets qui suivent ce succès phénoménal. C'est fou en fait cette histoire. C'est dingue. Je comprends pas l'engouement pour Koh-Lanta. Ah ouais? Tu le ferais? Ah, est-ce que je ferais Koh-Lanta? Ouais. Tu sais, il y a des gens qui rêvent de le faire. Je suis là, genre, mais vous êtes masochistes? Ouais, en fait. ils sont un peu maso. Par contre, tenter un Koh-Lanta pendant 3 jours un peu avec des copains, oui. Oui. En fait, ce qui en soi, c'est pas Koh-Lanta, quoi. Non, bah ouais, voilà. Du coup, c'est des vacances sur une île avec des potes. Tu vois, ça moi aussi, je suis chaude, tu vois. Petite Olympiade aux Philippines. C'est ça. Ouais, carrément. 20 jours en bouffant que du riz et un demi-poisson, tu vois. Je crois que, tu vois, moi, c'est pas forcément le manque de bouffe. c'est le manque d'hygiène, je crois, moi. Ah ouais? Ouais. Bah, d'avoir un mec qui m'énerve, qui pue très 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 fort de la bouche au bout de 40 jours, je pense que ça pourrait faire... Bon, on va éliminer Alice parce qu'en fait, elle supporte plus les odeurs du camp. Franchement, c'est une raison valable. Ouais, je pense que limite, tu veux toi-même partir à la fin. Tu vas aller prendre une petite... I volunteer. Juste une petite douche. Écoute, j'adore. Je pense que je laisserai ça en intro. Parce que du coup, ça tourne. Bonjour Alice. Salut. Comment vas-tu? Bah, très bien, et toi? Bah écoute, très bien, malgré la petite nuit. Toi, ça fait une semaine que t'es au festival. Ouais, même 8 jours, un truc comme ça, 8 jours. Parce que t'es du coup la présidente du festival de Deauville. Du jury Révélation. Du jury Révélation. Ouais. Tu te souviens du jour où t'as eu le coup de fil? Ouais, c'est mon agent qui m'a appelé. Ok. Tu te poses la question de dire oui, de dire non? Non, je dis oui, parce que, en fait, la seule question que je me pose, c'est est-ce que je suis dispo à cette date? Est-ce que je peux le faire? Donc ouais, je peux le faire, c'est cool. En fait, c'est le seul moment où tu peux t'enfermer dans une salle de ciné, regarder des films pendant quasi toute la journée et justifier le fait que tu ne peux pas rien faire d'autre parce que t'es au cinéma, c'est quand même cool. Parce que t'es occupée. Je suis occupée à regarder des films. Et voilà, c'est tout, j'adore. Non, puis c'est honorifique, c'est cool. J'étais venue en jury il y a quelques années, en 2019. Donc, puis il y a une forme de pression, c'est toute proportion gardée, mais en fait, le prix qu'on va donner à un jeune artiste qui débute, qui fait du cinéma indépendant, qui n'est pas forcément distribué en France, tout ça, ça compte. En fait, c'est un vrai coup de projecteur. Donc, il y a un enjeu. Il y a un enjeu, il faut le faire sérieusement. Et aussi, après ce coup de fil, je me dis, ah ouais, quand même, voilà, il y a une forme de petite responsabilité qu'il faut porter, qu'il faut faire bien. C'est quoi la différence, tu dirais, d'état d'esprit entre toi, en 2019, quand tu étais aussi membre du jury, et toi, cette année, à Deauville? Bah, c'est marrant parce que ça change pas beaucoup. Ok. Alors que, tu vois, là, je viens d'avoir un très gros succès, que le regard, c'est pas le même sur ma carrière, sur l'actrice que je suis et tout. Mais j'ai encore ce syndrome de l'imposteur où je me dis, mais qu'est-ce que je fous là? Ils sont sûrs qu'ils vont pas me reprendre les habits qu'ils m'ont prêtés, me reprendre la clé de l'immense suite là, dans laquelle je suis. C'est marrant, hein, alors je suis bien, je me suis à ma place, on se connaît tous et tout, mais j'ai encore ce truc là qui passera jamais, je crois. En fait. Tant mieux, j'ai envie de dire. Ouais, tant mieux. Franchement, le jour où tu t'y habitues, c'est quand même, ça n'a plus la même saveur. Non, et puis en fait, je crois pas qu'on puisse s'habituer à ça, c'est quand même dingue, quoi. Ouais. C'est tellement protocolaire, c'est tellement, hier, j'ai dîné avec Francis Ford Coppola, c'est n'importe quoi. J'ai l'impression que c'est quelqu'un d'autre qui... C'est arrivé à quelqu'un d'autre. Il était trop sympa. Tu sais, je lui passais sur le tapis et en fait, je sais pas pourquoi, dans les personnes que je devais interviewer, je l'avais pas mis dans la liste. Vraiment, je ne sais pas pourquoi. Je pense que je me suis auto-censurée aussi en me disant, de toute façon, c'est mort. Et donc, en fait, il t'envoyait les personnes que tu avais demandées respectivement. Et donc, en fait, il passe devant moi. J'avais une cocotte en papier parce que je voulais faire un concept. Donc, j'avais fait une cocotte où il devait choisir le chiffre et la couleur et il y avait la question en dessous, tu vois. Et genre, il passe devant et tout, il voit la cocotte, il fait « Oh, trop bien, genre, I want to play » et tout. Son attaché de presse qui le prend, qui l'emmène ailleurs. C'est pas genre, vrai. Je te jure. Ah non, t'as raté ça. Ouais. Mais en tout cas, ça faisait plaisir de voir. En tout cas, ce que tu peux dire, c'est que t'as quasi mis un vent, en fait, à
à Francis Ford Coppola qui voulait faire ton jouer interview avec moi à la cocotte. Je ne pensais pas prononcer cette phrase un jour. Comment tu dis le mot cocotte en anglais du coup? Du coup j'ai pas eu à le dire. Heureusement, parce que je n'en ai aucune idée. It's a game. We're gonna play a game. Bien joué. Et peut-être, avant qu'on entre un peu dans le dur de ton parcours, pour les peut-être personnes qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu peux te présenter de la façon dont tu le souhaites? Je m'appelle Alice Belaïdi, j'ai 37 ans. J'ai grandi dans le sud de la France, à Avignon, où j'étais pas forcément prédestinée à être là avec toi aujourd'hui. Parce que je venais d'une famille assez populaire, pas du tout connectée au cinéma ou au monde du digital ou rien à voir avec tout ça. Mais c'est une ville où il y a un festival de théâtre tous les ans. Et comme plein d'ados, je tractais, j'affichais pour me faire des sous l'été. J'avais peut-être un peu de gouaille et voilà, on m'a repéré, on m'a fait travailler dans un théâtre, je suis montée sur scène. C'est un monsieur qui s'appelle Gérard Gélas, qui était directeur du théâtre du Chêne Noir à l'époque, à Avignon, qui m'a repéré, quoi. Puis on a fait une pièce, une autre. Et puis un jour, il découvre un texte qui vient de sortir en librairie, qui s'appelle Confidence à Allah. Il propose ce texte à plusieurs actrices connues qui le refusent. Et il me dit, on va le monter au Festival d'Avignon, un peu comme ça, dans la petite salle. Et ça cartonne, ça change ma vie. On devient le spectacle le plus vu du festival. Je monte à Paris, je fais le tour du monde avec ce spectacle. Wow. Je reçois un Molière. T'as quel âge à ce moment-là? J'ai 20 ans. Waouh! Et je reçois un Molière, j'ai un agent. Tu vois, le truc, c'est vraiment... Et en plus, je fais du théâtre à la base parce que je suis naze à l'école, que ça me fait gagner un peu de sous et que je me dis, c'est quand même plus sympa que d'aller faire des boulots à la con. Voilà, sans grande ambition, sans grande passion, en fait, je me retrouve là. Puis j'ai un agent, donc je fais des castings, je monte à Paris, quoi. Et puis l'équipe de Groland me repère, on fait Working Girl sur Canal+. Et puis après, je fais un film, un autre. Et puis je suis là face à toi aujourd'hui. Voilà, si je peux me présenter. C'était un peu long comme présentation, mais pas c'est un petit condensé. Mais alors de... moi, ce qui m'interpelle, c'est que du coup, mais c'est, je pense, un réflexe aussi qu'on a. J'aime bien poser cette question de cette façon-là, genre que tu peux te présenter de la façon dont tu le souhaites. Parce qu'en fait, c'est marrant, genre les réponses sont toujours hyper différentes. Ouais. Et en fait, là, tu t'es décrit plus par ta vie professionnelle. Tu vois, mais est-ce que si je demandais à ta meilleure amie de me présenter Alice, elle aurait dit la même chose? Non, rien à voir. Qu'est-ce qu'elle aurait dit? Je sais pas. On l'appelle. Je pense qu'il dirait que je suis drôle, exigeante un peu dans ma vie, un peu dure avec moi peut-être, que je suis une pote fidèle. Là, tu parlerais vraiment au très vieux copain. Et je crois que c'est ça. Mais je sais pas s'ils sont très objectifs. Ils m'aiment beaucoup, les amis. For a reason. Est-ce qu'on peut réussir, tu penses, sans cette exigence envers soi-même? En fait, j'ai l'impression que tu as 1000 manières de réussir. Ouais. C'est quoi réussir pour, tu vois, en fait, tu peux réussir à être une bonne mère, tu peux réussir à être... En fait, moi, j'y réfléchissais pas mal, parce que c'est vrai que c'est aussi une question qu'on aborde beaucoup dans le podcast, mais je crois qu'en fait, c'est atteindre ses objectifs, quels qu'ils soient. Ouais. Ça n'a pas à voir après, de minimum ou de maximum. Si l'objectif c'est de chiller et d'avoir une vie cool et sans trop se mettre de pression et justement sans trop d'exigence, j'ai l'impression que ça donne au contraire ça fait l'effet inverse parfois, d'être toujours être la meilleure version de soi-même. C'est ce truc là qu'on nous rabâche. C'est super, hein, évidemment qu'il faut essayer d'être, tu vois, d'aspirer au bonheur, tout ça, mais je pense que pour des gens, c'est trop, en fait. Et donc, l'exigence, est-ce qu'il faut absolument être exigeant pour réussir sa vie? Peut-être pas, peut-être qu'il y a des vies qui ne l'exigent pas. Si je parle de la mienne, parce que moi, mes aspirations, oui, je crois qu'il en faut un minimum. Parce qu'il faut se battre pour exister dans ce milieu, se battre, c'est peut-être pas le bon mot, mais en tout cas... Il faut faire sa place, il faut la garder, voilà, quoi. C'est ça, faut être solide, je crois, quand même, un peu mentalement. C'est un métier qui peut t'abîmer. Hein. Il y a beaucoup de gens qui partent en burn-out, qui partent en dépression, parce qu'en fait, c'est un métier avilissant. Mais par ailleurs, c'est aussi un métier magnifique, quoi, où tu rencontres des gens extraordinaires, tu fais le tour du monde, tu voyages, tu gagnes trop bien ta vie, t'es souvent en vacances, t'as pas vraiment de patron. Enfin, voilà, elle est quand même très belle, quoi. Et je crois que l'exigence, là où moi elle se pose, c'est de tendre à ça, c'est-à-dire me dire, c'est ça qui compte en fait, c'est d'être libre, c'est d'être aimé par les gens, c'est d'être, tu vois, d'avoir quand même une vie plutôt vraiment cool,
de pouvoir partir dans les Caraïbes quand je veux, de pouvoir faire plaisir aux gens que j'aime. Enfin, est-ce que la pression d'être aimé par son public n'est pas paralysante? Parce que j'imagine que ça doit beaucoup conditionner ton comportement, en fait, de devoir dépendre d'une certaine manière de l'amour que les gens te portent. Mais moi, j'ai toujours voulu qu'on m'aime, de toute façon. Ouais. Dans un groupe de gens, j'ai toujours voulu être la marrante. Même quitte à... Mon père, il me sort une phrase... Souvent, il me sort une phrase super qui dit « T'as voulu l'embrasser, tu lui as crevé un œil. » C'est-à-dire, t'as voulu lui faire plaisir, t'as voulu en faire trop, et en fait, tu vois, j'ai toujours voulu être aimée par les gens. Voilà. Donc, en fait, finalement, sans vouloir être actrice, c'était peut-être destiné à ça aussi, tu vois. C'est pas pour rien, quoi. Comment tu vis, du coup, si tu l'as déjà expérimenté, le désamour, en fait, qui peut exister aussi et qui est indépendant de notre contrôle? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Tant pis, ça me... Je peux comprendre en même temps. Évidemment que tu peux pas plaire à tout le monde. Tu peux pas plaire à tout le monde. Moi, il y a des gens que je les connais pas, je vois leur tête, on est tous comme ça. Les gens, ils te reviennent pas, tu sais pas pourquoi. Bon, je reviens pas à certaines personnes. Et puis dans ma vie, même perso, évidemment, moi-même, il y a des gens que je peux pas me voir en peinture. C'est plutôt sain quand même. Oui, tu vois. Faut l'admettre. Voilà, on est... des êtres humains très différents, avec parfois des opinions politiques très différentes, avec parfois, voilà, on n'est pas tous obligés de s'aimer. Mais donc, le désamour du public, c'est OK. Et puis en plus, en fait, c'est la règle du jeu, c'est-à-dire que moi, je me donne en pâture, quoi. Tu vois, je fais des interviews, je me raconte, je pourrais dire non, je veux pas parler de moi, je veux pas faire de promo pour le film, et comme ça, je me mets pas en danger. Non, ça fait partie du jeu, je l'accepte aussi. Par ailleurs, je reçois beaucoup d'amour aussi des gens. Ouais. Mais je crois que t'étais une des... Hier, j'étais sur le tapis, t'étais une des plus acclamées. Il y a un petit truc en plus en ce moment qui, vraiment, ça a appuyé sur le bouton on du love. Ouais, c'est vrai, que des bonnes ondes. Ah ouais. Mais tu sais qu'on va voir Artus là, dans 2 semaines sur le podcast. Il va te raconter. Si tu pouvais lui poser une question que tu lui as pas encore posée, ce serait laquelle? Ah, c'est une bonne question, ça. Tu te diras quoi dans 10 ans, quand on se reparlera de l'été qu'on a passé sur notre colline, là, avec... tu te diras quoi? C'est ça parce que c'est la question que je me pose un peu en ce moment. Et toi, tu dirais quoi? Je sais pas encore. Mais c'est parce que c'est fou, en fait, cette histoire. C'est dingue, c'est trop bien. Donc en fait, tu vois, c'est justement là, tu sais, être la meilleure version de soi-même, vivre le moment présent. C'est beaucoup d'injonctions là. Ces bouquins de l'enfer, vis ton moment présent et tout. Là, je suis vraiment là-dedans. Je me dis, attends, Alice, faut absolument que tu prennes l'amour de ces gens, de faire partie d'un succès comme ça, incroyable, qui te dépasse et tout. Vas-y, kiffe. Et te dis pas dans 10 ans... Ah merde, j'aurais dû kiffer parce que c'était vraiment incroyable et je vivrais plus jamais un truc pareil. Mais j'ai l'impression, malheureusement, que parfois, c'est le fait de se le dire qui enlève aussi la saveur de l'insouciance. Enfin, tu sais, justement, j'essayais, moi, parfois, de répondre à cette injonction du moment présent que j'ai beaucoup de mal à vivre. Et donc, parfois, tu vois, consciemment, je me disais, genre, ok, là, Louise, profite, t'es en train de passer un bon moment, t'es heureuse et tout. Et en fait, c'est le meilleur moyen de le gâcher. Le bonheur n'est plus là, tu vois. Et à la fin, je me suis dit, Nick, je reviens à comme j'étais, j'adore être dans le futur, et ben voilà, tant pis. Et donc, je me dis que ça doit être... Ouais, t'arrives toi, à profiter en te disant qu'il faut profiter? Je me le verbalise, quoi, tu vois. Pareil, c'est pas un truc... C'est pas seconde nature. Mais parce que là, c'est exceptionnel et que j'ai envie d'en profiter. Est-ce que tu peux nous partager peut-être ton meilleur souvenir sur le tournage d'un petit truc en plus? Ah, il y en a tellement. Mon meilleur souvenir, c'est peut-être la première rencontre avec Boris où là, je me dis, il est tellement drôle, il est tellement génial avec ses personnages, où il me parle de Vénus. Il a inventé une langue qui est le vénusien. Et je débarque dans cette bande et je me dis, waouh, il met 6 sucres dans son tout petit café. Je dis, mais tu mets vachement de sucre dans ton café. Il me dit, c'est parce que j'aime pas le café. En fait, tout me fait rire, tout est léger, joyeux. Et cette première rencontre, je me dis, ok, là, ça va être incroyable. Et qu'est-ce que ça change pour toi, ce succès, par rapport aux autres? En quoi c'est plus exceptionnel? Déjà, mon personnage dans le film, il est trop sympathique. Et donc, souvent, les gens, ils ont l'impression, et ils projettent sur toi le personnage qu'ils ont vu.
Donc j'aurais pu faire un succès avec le rôle d'une nana qui trahit la garce et tout, ça aurait été ok, ça me va de jouer n'importe quel rôle. Ouais. Mais les gens ont tendance à projeter sur toi, et ce personnage, c'est mon prénom dans le film, c'est Alice. Puis je crois que quand même, il y a une partie du casting, à un moment donné, on savait plus trop, ils savaient plus si j'étais actrice, si j'étais leur éduque. Tout ça s'est mélangé. Et finalement, les gens, ce qu'ils projettent sur moi, c'est ce qu'ils ont aimé dans le film, quoi. La légèreté, la gentillesse, le côté un peu solaire et tout de ce personnage. Donc, je reçois beaucoup d'amour des gens, en fait. Parce qu'il y a quasiment 11 millions de personnes qui ont vu le film. Ouais. Qui ont acheté un ticket, qui sont allés au cinéma, ils n'ont pas juste cliqué comme ça sur Netflix pour voir 2 minutes. Ils sont assis dans une salle de ciné et ils ont regardé cette bande qui leur a fait du bien, qui leur a donné de l'amour. Et je le reçois, moi, par ailleurs, mais c'est grâce au public, évidemment, mais c'est aussi grâce à toute la bande. C'est grâce à Sofiane, c'est grâce à Arnaud, à Marie, à Mayanne, à toute la bande, Thibaut. Voilà, donc, et Artus, évidemment. C'est pas trop difficile d'aborder les projets qui suivent ce succès phénoménal sans se dire que d'un certain côté, on a envie de faire mieux? Non, je sais que je ferais pas mieux. En termes d'entrée, en tout cas. Ouais, voilà, en termes de métriques. Mais... Non, c'est mort. Ça, c'est mort. Ah ouais, mais il faut jamais dire jamais. Ouais, si t'es staré dans un énorme film américain. Ouais, oui, mais c'est comme tu gagnes à l'euro-million une fois. Bon, c'est vrai, tu peux regagner 2 fois l'euro-million, mais franchement, je sais pas si tu vois. Ouais, c'est vrai. Donc, non, c'est pas grave. Au contraire, en fait, ce que là, le truc que ça m'apporte, c'est que justement, j'ai un choix de me dire qu'est-ce que j'ai le temps, j'ai le choix de me dire qu'est-ce que je vais faire après. On a toujours tendance, en tant qu'acteur, on a l'impression qu'on va nous oublier vite, faut qu'on fasse des projets parce que les réals vont nous oublier, on va plus susciter le désir, si on nous voit pas, on n'existe plus. Et en fait, il me donne une carte joker aussi, ce film, quoi. À me dire, je peux me laisser 6 mois tranquille. Je pense qu'on va pas me zapper comme ça dans le milieu du ciné en 2 secondes. Bon, non, on va quand même revenir pendant des réunions et tout, ça te rassure, tu vois. Parce qu'en fait, tu sais jamais quasi ce que tu fais dans les 6 mois. Donc là, il y a quelque chose d'assez apaisant que je connais peu, en fait. Où je me dis, je crois que là, j'ai peut-être 6 mois ou au moins 1 an de tranquillité, tu vois. Qu'est-ce que tu veux faire que t'as pas fait ces dernières années, alors, dans les 6 prochains mois? Peut-être partir en vacances avec ma mère et prendre vraiment du temps à jouer aux cartes, à lire des bouquins, à lui la faire kiffer. Oh, j'adore. Trop bien. Tu le disais, ton personnage Alice te ressemble finalement, en tout cas de ce qu'on peut voir là, quand tu incarnes ton vrai visage, mais tu as joué des rôles tellement différents. Et donc, moi, vraiment, je serais curieuse de savoir un peu quel est ton processus alors, déguisement, parce que j'ai pas de meilleur terme, mais tu vois, comment tu fais pour te mettre dans la peau d'un personnage si différent du tien et finalement qui te challenge à chaque fois, parce que c'est pas comme si t'avais appris à juste jouer la comédienne marrante, comme certaines font, ils font très bien, mais du coup, ça devient presque un muscle. Et toi, finalement, à chaque fois, c'est une forme de nouveau rôle, de nouvelle personnalité, et donc de nouveaux challenges. En fait, je suis très instinctive. C'est en fonction, je travaille jamais de la même manière en fonction du projet. Des projets pour lesquels... Par exemple, ton dernier film, Le Fil, qui est au cinéma en ce moment. Quand est-ce que tu commences à te... de ouf. Non, mais c'est le grand écart. Mais ça qui est fou, je trouve. Et c'est là où, à mon avis, c'est génial pour ta carrière, parce que, tu sais, il y a toujours ces acteurs ou ces actrices qu'on va associer à un type de personnalité qui, du coup, parfois se retrouve piégé par la bonne copine, ou voilà. Et toi, vraiment, c'est un registre, je trouve, hyper différent, hyper varié. Et du coup, pour Le Fil, déjà, quand est-ce que tu commences à te préparer? Tu vois, je serais curieuse d'avoir un peu la timeline de... Tu reçois le scénario, tu dis oui, quand est-ce que vous commencez à bosser dessus? Quand est-ce que vous commencez à tourner? Et comment, en fait, tu t'es préparé pour ce rôle? Celui-là, particulièrement, j'ai l'impression, parce que j'avais des gros pavés de texte, mais genre des 8 pages de plaidoirie à apprendre par cœur. Au ciné, tu te confrontes moins à des gros textes comme ça. C'est des petites séquences, des dialogues que tu peux apprendre. En général, moi, j'ai 15 jours d'avance, on va dire, sur mon apprentissage de... Tu vois, au début du tournage, je connais très rarement mon scénario entier. C'est même te mentir que de te dire que je le connaîtrais en entier, c'est faux. Ça m'arrive jamais. Sauf que là, fallait que je l'apprenne en entier parce que on avait 1 semaine de répétition calée avant de partir en tournage. Daniel Auteuil avait reconstitué une salle d'audience. Il voulait vraiment qu'on bosse et qu'on décortique tout le texte. Il voulait qu'on vienne texte su. Donc en plus, là, c'est l'école d'interro-surprise. Ouais, c'est exactement ça. Et en plus, je me souviens plus de combien de temps ça me prend à apprendre. Ouais. Parce que quand je faisais beaucoup de théâtre, tu sais,
t'apprends, allez, tu vas dire, t'apprends 3 pages par jour, je sais pas, je te dis une connerie, tu vois, donc au bout de, allez, en 1 semaine et demie, le texte, je le sais, je me le remâche encore 15 jours, c'est bon, je l'ai vraiment, voilà, au bout de 15 jours, allez, bon. Là, je sais pas. Donc, je pars en Martinique avec ma meilleure pote, je pars avec le texte et je dis, ok, là, j'ai 12 jours, faut que je me le bosse à mort et que je l'apprenne par cœur, quoi. Donc, je vois quand même au début que, ouais, va vraiment falloir que je bosse, en fait. Donc, je passe toute ma journée à dire mon texte et je lui fais passer les meilleures vacances de sa vie. En fait, quand j'ai parlé, des fois, je disais, mais Niki, elle me dit, bah, en même temps, j'en sais pas si tu me parles ou si tu répètes ton texte, parce que t'es toute la journée à dire ton texte. Et je faisais des allers-retours comme ça, au bord de la piscine, à dire des plaidoiries. En plus, la plaidoirie, elle est bien hardcore, c'est que parle d'un féminicide. Ouais. C'est pas le texte le plus joyeux. Ouais. Et donc, j'ai passé. Donc, je m'excuse auprès de toi, Nikita, si tu m'écoutes. On t'embrasse. On t'embrasse. Je me suis rattrapée depuis ça. Comment tu as fait, selon toi, pour devenir une meilleure actrice ? Être moins stressée sur le plateau. Est-ce qu'on peut maîtriser son stress ? Oui. En fait, un plateau, on prêche tous pour sa paroisse, quoi. C'est-à-dire c'est très hiérarchisé, il y a beaucoup de postes. C'est pour ça que quand on voit dérouler à la fin du film des centaines de noms comme ça, on se dit mais c'est qui tous ces gens ? C'est parce que on nous voit seul à la caméra, mais derrière, t'as une équipe de malades qui chacun doit vraiment... entre l'électro, toute son équipe, les machinaux, toutes ses équipes, à la cam. Et parfois, au début, en tout cas, moi, j'avais l'impression que tout tournait autour de moi, que tout se jouait sur moi. Et en fait, j'avais une pression monstre parce que j'avais l'impression que tout était sur mes épaules. Et donc, le moindre truc, je pouvais parfois être... tu vois, je le ressens encore dans mon corps, mais il y avait un truc de tension où si on venait me remettre la mèche parce que je suis pas raccord, je pouvais être un petit peu tendue, stressée, quoi, en fait. Et puis, en fait, au fur et à mesure, tu te rends compte que tout ne tourne absolument pas autour de toi, que tu sais pas toi qui porte le film, que s'il y a un problème avec l'accessoire, il y a un accessoiriste qui va gérer. Si t'as un problème avec ta mèche, tu appelles ton coiffeur, il va gérer. Et toi, t'as juste à te concentrer sur... Moi, c'est quoi mon taf ? Il y a une situation, je connais un texte, je dois jouer une situation et faire croire à un public que je suis médecin, que je suis avocat, que je suis EduxP. Moi, je sais que je suis pas EduxP, je suis pas avocat, je suis pas médecin, j'ai même pas le bac. Donc, autant te dire que voilà. Et ça m'a et je crois que depuis, je suis meilleure actrice. Parce que je me concentre sur l'essentiel, en fait. Ça a été quoi l'obstacle le plus difficile que tu as eu à relever ? Dans ce métier ? Comme tu veux. Ça peut être dans ta vie aussi. Je crois que c'est encore le cas. C'est quand même l'image qu'on projette, malgré tout, sur mon état de femme et mes origines. J'en ai marre de me justifier. L'étiquetage. J'en ai marre de raconter de mon père, de mes origines. C'est super, en fait. Tu vois, j'ai envie de savoir d'où tu viens, pourquoi t'as des beaux yeux bleus, c'est quoi ton histoire, c'est quoi, ouais, ok. Mais en fait, c'est souvent la première question, quoi. D'être réduite à ça. Ouais. Voilà, et en fait, je crois que c'est un obstacle dans ma vie parce que moi, j'oublie, en fait. J'oublie même que je suis une nana, que mon père est né en Algérie. J'oublie, ça fait partie de moi, j'en suis hyper fière. Mais ça ne te définit pas. Ça, ouais, ça me... C'est un défi, quoi, au quotidien, en fait. Voilà, pour moi, perso. Après, il y a des défis qui me sont... que je peux pas... le mec qui dort en bas dans la rue, tu vois, c'est des colères de la vie comme ça, des trucs où j'ai l'impression que je peux rien faire. L'impuissance. L'impuissance, ouais, voilà, ça. Ouais. Puissance, t'as trouvé le mot. En plus, je digresse totalement, mais je suis obligée de le dire, parce que vraiment, ça me donne les larmes aux yeux, mais comme plus personne n'a de monnaie, en fait, plus personne ne leur donne rien, quoi. Ouais. Et je me dis, mais c'est pas possible. On peut pas t'as raison de dire ça. T'as raison de dire ça. Moi, à chaque fois, je me dis, en fait, il faut que j'aille en faire pour leur en donner, parce que... Mais en fait, il faut qu'on trouve des solutions, parce qu'en fait, on est un pays trop riche et qu'il faut qu'on loge les gens et qu'on arrête de se dire, à vouloir, là, qu'on nous vole notre pain, là. Mais ça, on va pas... qu'on les loge, surtout. Mais oui, qu'on loge les gens dans le froid, là. Donc, en fait, tu vois, ça, c'est des choses où je me confronte, où ça me... Je sais pas si en plus ça va dans ta question, mais c'est quoi les obstacles ? Ouais, je crois que l'injustice, mais depuis que je suis gosse. Ouais, je crois que c'est un truc je crois que c'est pour ça que même, tu vois, là, je te dis d'être une femme, parce qu'en fait, c'est injuste d'être moins payée.
C'est injuste d'avoir peur dans la rue. C'est injuste d'être ramené à des origines de mon père, qui mon grand-père, il est venu, il a bossé pour la SNCF, il a aidé la France, et on me renvoie encore, et on est traités comme des Kairas, comme des, on est assimilés, on n'est pas éduqués, on n'arrête pas de nous rappeler qu'on est des sauvages. En fait, c'est injuste, C'est injuste, un mec qui dort dans la rue, c'est injuste de pas donner à bouffer à des gens qui crèvent de faim. Voilà, tout ça, c'est encore des colères que j'ai. Je m'apaise, parce que quand j'avais 20 ans, j'étais insupportable. Mais est-ce qu'il faut pas être insupportable pour faire bouger les choses ? Bah, ça dépend. Parfois, c'est pas audible. Du coup, parfois, quand tu le dis avec trop de colère, avec trop de sentiments, on t'écoute plus. Comment tu la gères aujourd'hui, cette colère ? Je fais de l'hypnose. Écoute, si ça marche, je suis ravie pour toi. Moi, ça n'a pas marché. Alors, pour la clope, ça n'a pas marché. Je suis sortie, j'en ai rallumé une. Ouais. J'ai fait aussi le truc pour les oreilles, tu sais, pour arrêter la clope, là. Ouais. C'est je sais pas, en fait. Qu'elle vient, elle m'a jeté mon paquet de clopes et tout, nanana, donc j'y crois à mort et tout, machin. Franchement, c'est comme si elle m'avait soufflé sur les cils. C'est vraiment en sensation, quoi. Donc, je suis chez moi, j'ai plus de clopes. Enfin, j'ai envie de fumer. À 22h, je suis ressortie, acheter un paquet, j'avais honte. Sentiment d'échec, c'est vrai. Mais parfois, les gens, ils inventent des trucs quand même. Je me dis, on se fout de notre gueule. Mais ça a marché sur d'autres gens. Non, mais bon, à d'autres, c'est l'effet placebo. Moi, à un moment, j'avais ce truc où j'avais très, très peur de rougir. Et donc, je rougissais. Donc, quand même problématique avec mon métier, tu vois. Et en fait, j'avais lu 10 000 trucs sur Internet et tout. J'en arrive à la conclusion qu'apparemment, il faut se pincer l'oreille très fort pendant. Et donc, au final, pendant mes interviews, je suis là, genre, c'est hyper intéressant ce que vous me dites. À la fin, j'ai juste, vraiment déchiré mon lobe. Et je suis rouge du coup, tu transpires parce que t'as mal. Mais c'est dur quand en effet il n'y a pas de mode d'emploi. En fait, on est un peu juste livré à nous-mêmes pour essayer de tester ce qui va marcher pour nous, ce qui nous permet de gérer que ce soit notre colère, notre tristesse, notre déception. Et parfois, je suis frustrée, moi, justement, de ne pas avoir une réponse, tu vois, claire, nette et précise. Mais il faut accepter que du test and learn. Ouais, moi j'ai des petits trucs comme ça, des petits tips. Il y a des musiques qui m'apaisent, tu vois. Je sais que c'est bête, mais je me mets un vieux Bob. Il y a certains, tu vois, je me mets Zimbabwe de Bob Marley. Je sais que d'un coup, c'est un truc un peu hypnotique pour moi. Ouais, c'est presque de la mémoire corporelle, quoi. Total, exactement. Donc j'ai mes tips pour me calmer, quoi. Aujourd'hui, je suis beaucoup moins en colère qu'avant, et en plus, moi ça m'apaise vachement, quoi. C'est de mois à mois. C'est dur de prendre des choses... très intenses. Ouais, voilà. C'est d'être hypersensible comme ça à tout, d'être une éponge. Je crois pas que t'aides vraiment les gens, en plus quand t'es comme ça. Au contraire, c'est polluant, même pour les autres. Ouais, mais je pense que c'est dur d'apprendre à gérer ses émotions. Je pense que ça demande en effet de l'expérience, du travail, de la maturité. Je crois de toute façon, si tu fais pas le taf dans n'importe quoi, sur toi, en fait, pour essayer... d'aspirer au bonheur, c'est même pas une fois de plus pas être une meilleure version de soi-même, c'est juste essayer d'aspirer au bonheur avec les cartes que t'as, quoi, en jeu, quoi. Si t'essayes juste ça, parce que quand t'as pas de thunes, tu peux pas, t'es frustré, tu peux pas te payer des vacances, tu peux pas, mais tu peux donner un peu plus d'amour à quelqu'un, essayer d'en recevoir, trouver une partie de, j'ai toujours quand même dans ces moments, moi, c'est l'aspiration au bonheur, ça a toujours été, même quand je relis mes vieilles interviews, je me disais n'importe quoi. Le seul truc auquel je crois encore, c'est ça, d'aspirer au bonheur. Alors pour moi, aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile, parce que franchement, ma vie, elle est mortelle. Donc d'aspirer au bonheur, quand tu réussis, c'est plus facile. Mais je crois que même dans des moments de galère, ne serait-ce que déjà se projeter là-dedans, se dire ça va aller mieux demain, j'aurais fait un peu mieux demain d'un truc qui me met mal. Ça aide. T'as déjà fait une thérapie ? J'ai essayé plein de trucs, mais c'est pas mon truc du tout. Ok. J'ai été voir des psys. J'ai même été voir un psychiatre un jour parce que je me disais, mais je suis folle en fait sur des trucs. Je suis tellement en décalage avec ma vie, mes sœurs, que j'aime à la folie, mais je me sentais hyper en décalage. Donc je vais voir, je dis au monsieur, je crois que je suis folle. Il me dit, alors Madame Belaïdi n'est pas fou qui veut. Déjà, il m'a remis à ma place direct. Alors déjà, calmez-vous. Il m'a dit que j'étais pas folle du tout en fait. J'étais pas déçue, mais tu vois, mais... Tu as très certainement aussi subi le stigma autour de la femme hystérique. Ouais. Je pense qu'il y a pas beaucoup d'hommes qui arrivent chez le psychiatre pour dire « Je pense que je suis fou ». Alors qu'ils devraient y aller. Mais non. En attendant, t'as des femmes très saines qui y vont et qui se font refoule.
Ah, il m'a refoulé à mort. Non, il m'a refoulé. Il m'a dit, non, franchement, là, vous n'allez pas aller en HP aujourd'hui, mademoiselle. Et j'ai essayé plein de trucs. Et comme je te disais, j'ai une copine un jour qui me dit, je fais de l'hypnothérapie et tout. C'est pas de l'hypnose ericksonienne, là, où on te met... c'est quelque chose de plus doux, tu vois. Et ça m'a fait vachement de bien, ça. Sur quoi t'avais envie de travailler ? Bah, justement, prendre les choses moins à cœur. En tout cas, la première fois que je suis allée voir cette nana qui est super, qui m'a fait vachement de bien, elle m'a demandé pourquoi vous venez me voir, et c'était être moins, mais pas dans tout, tu vois, en amitié, en amour, dans mon taf, avec la misère dans le monde, tu vois, à un moment, apaise-toi, Alice. C'est pareil, ce truc d'avoir un sac à dos rempli de cailloux, là, et tu montes ta montagne. En fait, il suffirait juste de poser le sac, enlever quelques cailloux qu'il y a dedans, tu vois. Ouais. Et en fait, la rando est beaucoup plus facile, quoi. Ouais. Et ça m'a fait du bien, ouais. Mais je crois que le sport, ça m'a fait du bien, tu vois. Là, je fais pas de sport depuis longtemps. Je m'étais cassé les pieds. Puis j'ai fait des tours. Cassé les pieds ? J'ai fait des fractures de fatigue. Je savais même pas que ça existait. Ah ouais. Le corps parle. Ah ouais, carrément. Le corps, il te dit, tu arrêtes tout de suite. Et mais le sport, tu vois, moi, ça peut être une thérapie pour moi. C'est vrai. C'est un moyen d'extérioriser, en fait. À fond. Comment tu gères la comparaison qui est quand même omniprésente, je trouve, dans ce monde ? Parce qu'en fait, ce qui est très dur, c'est que je pense que la comparaison est présente dans tous les milieux. Mais là, il y a presque un côté, c'est toi, c'est elle ou toi. Tu vois, genre on peut pas dire que c'est pas le cas. Genre, vous êtes plusieurs potentiellement pour avoir un rôle. De toute façon, c'est ça. Hein, et comment tu fais pour ne pas remettre en question ta valeur, tu vois, potentiellement quand t'as pas un rôle ? C'est dur, ça. Faut être bien entouré. J'ai une agent avec qui on se suit depuis des années, depuis le début. Et très souvent, l'une des phrases les plus où elle m'a engueulée, elle m'a remis les idées au clair, c'est arrête de te comparer à elle. Et parfois, quand j'étais dans des frustrations, à dire mais pourquoi elle fait ça, moi je suis encore, t'es là, t'es frustrée, tu te sens mal aimée, tu te sens rejetée, c'est la foire à l'humiliation, toi c'est parce que t'es comme ci, t'es comme ça. Et elle me posait des questions, elle me dit est-ce que tu serais capable, toi, de faire ce truc-là, par exemple ? Non, je crois pas. Tu serais capable d'aller dans les soirées, faire des trucs, machin, tu serais capable d'être cette meuf-là ? Non, je crois pas. Bon, alors, ferme ta gueule. Voilà. et en fait, ça avait été le cas à Cannes, parce que tous les ans, je voyais les actrices à Cannes, et je me disais, putain, merde, moi aussi, je fais des films d'auteur, je fais des films qui passent hyper inaperçus, et je suis encore ramenée que aux comédies que j'ai fait, aux comédies populaires, on me prend de haut, et j'avais vraiment ce sentiment-là j'étais dans une période de ma vie où je doutais vachement, quoi. Elle m'avait dit ça, elle m'avait dit, mais là, tu t'aurais les épaules, là, d'aller fitting, machin, nana, te mettre sur le tapis. T'es solide, là, pour faire un truc comme ça ? Non. Donc, tu vois, regarde, la vie, elle te fait le cadeau, quoi. Cette année, j'ai été à Cannes en sélection officielle avec Auteuil, j'étais bien, j'avais tête sur les épaules, j'étais solide, c'était cool, il faisait beau. Je partais en tournage après, il y avait ma bande d'un petit truc en plus qui nous a rejoints. Ça a mis du soleil dans ma vie de ouf. Et c'était le moment vraiment, en fait. Alors après, est-ce que c'est un peu mystique ? Est-ce que c'est le destin ? Est-ce que c'est la vie qui me fait le cadeau à ce moment-là ? Et justement, les frustrations passées font que j'en profite encore plus et tout. C'est possible, tu vois. Mais ouais, il faut essayer de pas se comparer. Parce que ce réalisateur, au moment où c'était toi ou une autre, si il a pensé à toi, qui t'a casté, qui t'a choisi, c'est qu'au final, il y avait une forme de désir aussi. Voilà. Ouais, faut toujours essayer de prendre le truc du bon côté, mais ça, c'est vraiment pas simple, quoi. Ouais. Là, ça, c'est dans un monde merveilleux. Hein. Surtout avec, je sais pas, est-ce que ça a changé pour toi, genre quelque chose pour toi, les réseaux sociaux, où je trouve qu'il y a quand même aussi vachement une mise en scène de la vie des gens. Et donc, on se compare finalement toujours à la face immergée de l'iceberg de la vie des autres, quoi. Ouais, après, moi, je sais que moi, mon Insta aussi, c'est ma vie rêvée. Enfin, t'as l'impression que je fais que la fête sur des bateaux en Martinique et que je promène mon chien dans Paris et que tout va bien. Et que je vais pas aller pleurer devant la caméra pour dire que ça va pas. Et que, voilà, j'ai pas envie de partager ça avec les gens. Après, ce qui est rigolo, c'est que justement, on a tous des Instas très différents et qui sont
Moi, j'ai pas du tout un Insta d'actrice, quoi. Là, tu vois, je me pose des photos belles de Deauville et tout machin, mais c'est vrai que c'est plus un truc lifestyle où j'ai pas très bien joué le jeu, j'ai pas trop les codes. Je crois que, en fait, moi, je suis vraiment la limite de la génération où on est quand même un peu du père. T'es née en 87 ? 87, ouais. Et je capte, hein, mais je suis quand même un petit peu du père sur des trucs. Je vois avec mes nièces elles ont 22 ans, tu vois, là, je suis vraiment du père, quoi. T'écoutes des podcasts ? Ouais, j'écoute des podcasts, Okay. et puis en plus, tu sais, pour moi, c'est une autre manière de... J'ai découvert tard, pareil, tu vois, j'étais un petit peu du père, j'étais un petit peu en retard. Ouais. Et Je t'en enverrai, j'ai reçu, je sais, peut-être plus, mais 2 de co-acteurs. J'ai reçu Louise Bourgoin. Ouais. J'étais contente parce qu'elle donne pas beaucoup d'interviews, et c'était super. Et Ahmed Silla, que j'adore. Ouais, tu sais, c'est ma famille. Et justement, on pleure à la fin. C'était vraiment deep, et je leur remercie encore de s'être autant livré. Anyway, petite dernière question pour toi. Si tu pouvais mettre entre les mains de toutes les personnes qui nous écoutent une ressource qui t'a particulièrement touché, ça peut être un film, ça peut être un livre, ça peut être une musique, qu'est-ce que ce serait ? C'est Les Grandes Espérances de Charles Dickens. C'est un roman incroyable. Parfois, il y a beaucoup... On croit que la littérature, c'est pas pour nous, c'est pas fait pour nous, c'est fait pour les intellos. Faut lire Charles Dickens, faut se forcer, même si c'est pas notre truc, faut l'ouvrir, essayer de le lire, et ça peut changer la vie. Si tu pouvais entendre quelqu'un à ce micro, qu'est-ce que t'aimerais entendre ? C'est une bonne question. Peut être mort ou vivant ? Non, vivant. Le but, c'est de les avoir. Ah, c'est que tu l'es, ouais. Même si, pour ça, il faut que je fasse preuve de créativité. Peut-être un Inaritu, tu vois. Okay. Un réal comme ça, pour savoir à quel point il est fou pour créer ces films, qu'est-ce qui lui sort de la tête. Et enfin, la dernière question, signature du podcast. Ça signifie quoi pour toi, prendre le pouvoir de sa vie ? Prendre le pouvoir de sa vie, je crois que c'est d'être indépendant déjà. Être indépendant, avoir un libre arbitre, de pas être dicté par être fier de ses choix, aller au bout des choses. J'adore, trop bien. Écoute, merci beaucoup Alice. Merci, c'était chouette. Trop cool, ouais. J'espère qu'on se recroisera tout à l'heure. Carrément. Et je mettrai dans les notes du podcast les liens vers tes réseaux sociaux, les liens vers tes derniers films pour aller prendre des places au cinéma. Ok, c'est cool. Et à très bientôt. On fait la fête ce soir, on se recroise. Avec plaisir. Très bien.